À la une de votre édition, projet de loi Minakou Sakata, les auteurs aujourd'hui devant la commission PAJ de l'Assemblée nationale à suivre dans ce journal. Remise des unités de production et de transformation des produits agricoles à Kikwit dans le Kwilu, valeur ajoutée garantie. Détails c'est à suivre dans ce journal. Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue aux 20h. Comme à l'accoutumée, le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a présidé ce vendredi la réunion du Conseil des ministres. Au cours de cette 37e de la série, il était question de l'évolution de la situation de la pandémie à coronavirus et le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, a exposé sur l'État et l'administration du territoire. C'est un reportage de Patrick Michel Moukoui. 8h30 ce vendredi, le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo fait le pas vers son bureau de travail. Une fois installé, le président de la République débute sa journée par le Conseil des ministres. Outre le relevé des décisions de la précédente réunion, le 37e Conseil des ministres a connu deux autres points d'information, entre autres celui du vice-premier ministre de l'Intérieur et Sécurité sur l'État et l'administration du territoire, ainsi que celui du ministre de la Défense et ancien combattant sur la situation sécuritaire dans le pays. Au total, 4 dossiers ont été soumis à examen et à adoption, en priorité celui de l'évolution de la situation de la pandémie à Covid-19, exposé par le ministre de la Santé et complété par le coordonnateur du secrétariat technique de la riposte contre la Covid-19. Et le compte rendu à la fin de ce journal. Les 3 propositions de loi sur la réforme judiciaire sous examen approfondi, les députés nationaux membres de la commission PAJ se sont réunis aujourd'hui pour auditionner leurs auteurs, Aubin Minakou et Gary Sakata. C'est un reportage de Sylvie Moembo et Bernard Bodo. Les travaux ont consisté à l'examen de la conformité des propositions de loi à la Constitution dans les soucis ardents de découvrir l'éventualité des dispositions de nature à énerver les lois de la République. Les députés nationaux ont toujours présent à l'esprit l'exigence de travailler dans le strict respect de la loi fondamentale et du règlement intérieur de leur chambre, d'où l'intérêt de l'invitation au calme faite en direction de la population. Nous demandons à la population de se calmer. Il n'y a aucun élu qui peut être contre la population qui l'a mandaté. Qu'on ne puisse pas manipuler la population inutilement. Jusque-là, rien n'est encore fait. En dehors du Parlement, c'est une loi organique qui doit passer par le Conseil supérieur de la magistrature. Qui dit Conseil supérieur de la magistrature dit l'organe de gestion des magistrats. Or, ce sont les lois qui cadrent avec le pouvoir judiciaire, là où les magistrats sont concernés. C'est encore les magistrats eux-mêmes qui vont examiner la constitutionnalité de ces 3 propositions de loi. Après, le Conseil supérieur de la magistrature et la Cour constitutionnelle qui va donner l'arrêt de conformité de ces propositions de loi à la Constitution. Il y a le président de la République qui doit promulguer. L'aboutissement de tout ce que nous faisons au Parlement, ça ne peut pas se limiter au Parlement, ça doit aller auprès du président de la République. Devant la commission politique, administrative et juridique de l'Assemblée nationale, les auteurs de ces projets de loi sur la réforme judiciaire, les députés nationaux Aubin Minakou et Gary Sakata ont livré la quintessence du fond de leur test. La procédure est longue. Quand les 2 chambres auront adopté, si on les adopte, si elles répondent aux critères de conformité, à la Constitution et aux lois, ça va être envoyé au président de la République. Le président de la République ne les signera pas. Le président de la République va envoyer ce projet qu'on va lui envoyer à la Cour constitutionnelle pour voir si c'est conforme à la Constitution. Ce n'est que la Cour aura déclaré que ces propositions qu'on lui a soumis pour examen, ces projets de loi sont conformes à la Constitution. En ce moment-là, le président de la République va signer. S'ils ne sont pas conformes à la Constitution, le président de la République va les renvoyer, les retourner à l'expéditeur qui est là, le Parlement, pour une deuxième lecture. Comme on dit généralement et dans les cas particuliers de la démocratie, c'est du choc des idées, sinon des arguments que jaillit la lumière.
Et le développement économique de la RDC passera par l'industrialisation de quelques provinces. Les élus nationaux du Congo central ont eu une séance de travail aujourd'hui avec le directeur général de la cimenterie PPC Barnet en mission de travail à Kinshasa. Yvette Mankuntima. C'est une première rencontre officielle qui a mis autour d'une même table les députés nationaux membres du caucus de la province du Congo central et les responsables de certaines entreprises cimentières sur la normalisation de ces secteurs dans cette partie du pays. Les élus du Congo central ont eu droit à un aperçu historique sur la PPC Barnet, qui est opérationnel en République démocratique du Congo depuis 2017. C'est l'exercice auquel s'est livré son directeur général, Iqbal Omar. Implantée à Kimpese, cette société produit 1 million de tonnes de ciment par an. Sur les plans de la consommation, Kinshasa et le Congo central se partagent 60% et les 40% au reste du pays en raison des difficultés liées à la distribution faute d'infrastructures routières. Je pense que ce premier contact était de présenter la société, les investissements que nous avons dans la province du Congo central et donc le développement donc non seulement de la province mais également la contribution de PPC Barnet au développement des infrastructures et de l'économie et le marché du ciment sur le marché national. Au cours de ces échanges, les élus ont soulevé la problématique du prix du ciment face à la concurrence extérieure, les respects de l'environnement ainsi que les retombées de l'activité des PPC sur les quotidiens de la population du Congo central. La population par rapport à la PPC ne pourra se retrouver que par rapport à leur cahier de charges. C'est lui qui était de construire des écoles, contribuer à l'arrangement de quelques routes des déserts agricoles et surtout la nationale numéro 1 vers la société PPC. Le numéro 1 des PPC Barnet a réussi à convaincre les représentants nationaux du Congo central. Ces derniers ont été édifiés sur la vision de cette entreprise de droit congolais. Les caucus des élus du Congo central a pris l'engagement de plaider la cause de l'entreprise auprès du gouvernement central pour un rendement optimal au mieux des intérêts de la population. Projet de loi Minakou Sakata à Danchemi se reçoit Émile Ilunga, premier vice-président honoraire du Sénat dans l'émission Questions d'actualité. En attendant l'intégralité, je propose cet extrait. Ce qui se passe actuellement, c'est peut-être la recherche de violer volontairement ou involontairement la Constitution en introduisant des dispositions qui enlève au pouvoir judiciaire son caractère indépendant. Alors, ces trois lois font problème. D'abord, ça a créé des débats. Oui, des débats, surtout que la loi dit que des injonctions du ministre de la Justice peuvent influencer le cours de l'instruction criminelle. La loi dit également que le ministre de la Justice a la possibilité de prendre des mesures conservatoires à l'encontre des magistrats du parquet. Donc ça donne d'énormes pouvoirs au ministre de la Justice qui peut influencer le cours d'une affaire criminelle au tribunal. Et là, on se demande quel est le travail du magistrat, quel est le travail du procureur. Et justement, la malice est là. Toute la malice est là. Le pouvoir judiciaire cessera d'être pouvoir et devenir autorité judiciaire, où l'interférence de l'exécutif est autorisée, comme en France. Prenez donc rendez-vous pour questions d'actualité tout à fait autre chose. Plus d'une année après leur nomination, les mandataires de la GECAMIN vont entrer enfin en fonction. Leur nomination vient d'être entérimée au cours de l'Assemblée générale tenue en présence du ministre du portefeuille Joël Lungenza et Julien Piana. Étaient là pour le compte de la RTNC. C'est la fin d'une longue attente à la GECAMIN. Les mandataires nommés par ordonnance présidentielle le 29 mai 2019 vont finalement entrer en fonction. Plus d'une année après, leur nomination a été entérinée ce 28 juin 2020 au cours de l'Assemblée générale présidée par le ministre du portefeuille représentant l'État congolais, l'unique actionnaire.
La Gécamine se positionne aujourd'hui comme la meilleure entreprise du portefeuille. Des bonnes réformes entamées, un bon rendement des productions, presque pas d'arriérés de salaire et autant d'autres faits sont à mettre à l'actif du conseil d'administration sortant. Le représentant de l'État a demandé au nouveau mandataire de pérenniser l'action, voire d'améliorer dans le même élan. Ne gérez pas la société avec les réseaux sociaux. Vous serez là pour vérifier tout ce que Estelle a fait sur cette société. Et c'est de votre obligation. S'agissant de la feuille de route, elle portera essentiellement sur les points suivants qui sont le contrat entre Gécamine et le ministère du Portefeuille. Un programme de performance auquel Gécamine a souscrit. Un plan stratégique qui manque d'ailleurs dans beaucoup de sociétés. Un plan de production et le chronogramme de redressement de l'entreprise. Son Excellence, Monsieur le Président de la République, les remerciements de tous les membres du Conseil d'administration qu'il a bien voulu nommer et de l'engagement de ce Conseil d'être digne de la confiance. Aussitôt dit, aussitôt fait, le premier Conseil d'administration s'est tenu, juste après, sous la direction de son président Albert Youma, en présence des nouveaux mandataires, le DG Samalukonde Kienge et le DGA Tambwengoy Kabongo et des nouveaux administrateurs. La remise et reprise entre les mandataires entrants et sortants est prévue incessamment à Lubumbashi. Cérémonie similaire à la Société nationale des chemins de fer du Congo SNCC, où la nouvelle équipe dirigeante a pris ses fonctions. C'était au cours de l'Assemblée générale qu'a présidé le ministre du portefeuille. C'est un reportage de Cédric Kenina. Au nom de l'État actionnaire, le ministre du portefeuille Clément Kouetté a procédé à la notification de nouveaux mandataires publics, parmi lesquels ceux de la Société nationale de chemin de fer du Congo. Gabriel Kungouakumwanza, président du conseil d'administration, Fabien Moutombe, directeur général, et Jacques Kamenga Chimwanga, directeur général adjoint, pour conduire les cheminots de la République démocratique du Congo. L'Assemblée générale a permis de remplir les formalités administratives indispensables pour la prise des fonctions et les patrons du portefeuille a saisi l'occasion pour rappeler les missions assignées à cette nouvelle équipe. Au demeurant, je puis vous assurer de l'accompagnement de mon ministère dans l'accomplissement de vos projets de développement. Je vais terminer ce mot en vous réitérant mes sincères félicitations. Toute cette équipe qui a enduré des sacrifices pour vaincre les dysfonctionnements tels que je viens de les relever, pour baliser quand même tant peu soit-il le chemin pour sortir cette société de sa léthargie. C'est tout simplement une occasion qui nous permet de remercier celui qui a pensé à notre modeste personne pour diriger une grande et lourde entreprise que la SNCC, en équipe avec les amis, c'est-à-dire le chef de l'État, à qui nous adressons nos remerciements les plus fervents et les plus défendus. Les ministres du portefeuille qui promet son accompagnement dans la réalisation des projets qui seront initiés appellent à la conjonction des intelligences pour relever les défis de la relance de la SNCC. Parlons justice, le procès opposant le ministère public, les partis civils Azarias Rouberois et Laurent Batoumona au prévenu Dikita Dieudonné s'est ouvert ce vendredi à Makala en audience foraine. Cette audience devant le tripé de Kinshasa-Pankassavubu sur la cybercriminalité n'a duré que le temps d'une instruction sommaire, nous dit Edith Chala dans ce commentaire. Longtemps laissé pour compte, soit par négligence, soit par des intérêts des victimes apeurées, la cybercriminalité est punissable et c'est ce que la démarche entreprise par Maître Azarias Robert Maniwa vient confirmer. C'est 23 jours après la confirmation de la plainte par Maître Azarias Robert Maniwa que le procès a finalement débuté. Actuellement en détention préventive à la prison centrale de Makala, M. Dieudonné Dikita Makubakuba est poursuivi pour 5 préventions, notamment imputation dommageable, dénonciation calomnieuse, injure publique, faux bruit et incitation à la haine tribale à l'encontre des citoyens Robert Romaniwa et Laurent Batoumona par le canal de son compte Facebook le 17 et 18 avril dernier. Le collectif des avocats de la défense a d'entrée des jeux
sollicité auprès du tribunal une remise à la huitaine dans le but de leur permettre de prendre davantage connaissance du dossier. En réponse, le tribunal de paix de Kinshasa Pont-Kasavubu, siégeant en audience foraine, a rejeté la demande du renvoi et procédé à l'instruction sommaire. C'est à l'issue de cette instruction que le tribunal a accédé à la demande des avocats de la défense consistant à renvoyer l'affaire à la huitaine, soit le 3 juillet prochain. Par ailleurs, il convient de signaler que les avocats de la défense ont introduit à l'issue de l'audience publique une requête sollicitant la liberté provisoire de leurs clients. Capitaliser sur le leadership des femmes dans la réponse au Covid et au-delà, c'est la raison d'être de ce forum virtuel de haut niveau Femmes, Gouvernance et Participation politique, travaux conduits par le président en exercice de la Commission de l'Union africaine, Yvette Mankoutima, pour plus de détails. Bien que tenue à distance par vidéoconférence, la séance plénière de haut niveau pour le lancement de l'initiative des femmes, gouvernance et participation politique dans la riposte contre la COVID-19 de l'Union africaine a examiné les questions contextuelles sur la lutte contre cette pandémie qui touche de manière disproportionnée les femmes et les filles. Séance à laquelle a pris part la présidente du comité technique spécialisé de l'Union africaine sur l'autonomisation de la femme et égalité du genre, ministre d'État, ministre du Genre, Enfants et Famille, Béatrice Lomé-Atilité, qui au nom de la République démocratique du Congo et du chef de l'État apporte son soutien à ces programmes novateurs pour relever les défis dans les cadres de l'Union africaine dans la promotion de l'égalité des sexes et de l'autonomisation des femmes malgré la crise sanitaire qui secoue la planète. Nous nous engageons également à ce que les ministres responsables de l'égalité des sexes et de la condition féminine de l'Union africaine continue de travailler avec les femmes leaders africaines au niveau national pour soutenir l'agenda des femmes, car l'égalité des sexes et l'égalité de leadership des femmes sont des ingrédients nécessaires pour mener à bien la bataille contre la COVID-19. Sous les regards de la présidente de la République d'Éthiopie, l'ancienne présidente du Libéria, Ellen Johnson Sirleaf, les présidents de la Commission de l'Union africaine, Moussa Faki Mahamat, les responsables des structures féminines de l'Union africaine et du système des Nations unies, les comités techniques s'emploient à inclure la femme dans toutes les politiques de lutte contre les coronavirus. Et le ministre des Médias, David Cholino Makelele, a lancé hier la sensibilisation de proximité sur le Covid-19. Suivez. J'étais atteint du coronavirus et j'en suis sorti guéri. Et j'annoncerai à la population de Tchangou de ne pas avoir peur. Ça y est, c'est parti pour la campagne des nouvelles stratégies de sensibilisation de proximité, de lutte contre le coronavirus en République démocratique du Congo. Mais bien avant d'effectuer la descente inaugurale sur le terrain, le ministre d'État, ministre de la Communication et Médias, David Cholino Diwampove Samakelele, était face aux professionnels des médias pour éclairer la lanterne sur l'objectif primordial de cette campagne. Faire parvenir à la population congolaise des informations utiles, précises et fiables sur l'existence réelle et les dangers de la COVID-19, c'est l'un des axes majeurs visés. Le ministre des tutelles, David Cholino Diwampove Samakelele, a aussi remis en surface son propre témoignage en tant qu'ancien patient du coronavirus, aujourd'hui guéri et en bonne forme. Une délégation hétérogène composée principalement des autorités municipales, l'équipe Kinbopeto, des célèbres et influents artistes, comédiens et musiciens, leaders d'opinion, accompagnait les ministres d'État David Cholino Diwampove Samakelele pour mener avec succès et réussite la dite campagne en atteignant les différentes couches de la population de Tchangou. La maison communale respective d'Ndjili était le point de départ. Sur place, la remise symbolique des lave-mains, désinfectants, masques et autres outils de travail figuraient au menu. Après l'état des lieux des différents services de l'Office de voiries et drainage, l'heure est pour la nouvelle direction générale à l'inspection des travaux réalisés et en cours d'exécution. C'est un reportage de Willy Atunakov. Pas de répit pour matérialiser la vision du chef de l'État en matière de voirie. À peine nommé le 10 juin par ordonnance présidentielle et installée, la nouvelle direction générale de l'OVD, Office de voirie et drainage, pilotée de main de maître par l'ingénieur Victor Toumba-Chikela, a effectué une descente dans différents chantiers ce vendredi 26 juin 2020. Objectif, faire l'état de lieu et évaluer les niveaux d'exécution
des travaux de 100 jours initiés par le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui ont fait couler il y a peu beaucoup d'encre et de salive. L'OVD est en train de travailler. Nous venons avec la vision du chef de l'État qui est traduite par la politique gouvernementale et suivant les orientations de notre ministre, nous venons donner une impulsion au niveau de l'OVD pour répondre aux préoccupations qui sont les préoccupations du chef de l'État, du gouvernement ainsi que de notre ministre. C'est ce qui a expliqué la ronde que nous avons faite. Certes, nous avons vu certains chantiers qui sont suffisamment avancés, notamment sur Don Bosco, où la grande partie sur 1300 mètres qui doivent être faits, les caniveaux sont déjà faits et je crois d'ici peu on va commencer le bétonnage. Et les travaux qui sont en train d'être faits sont des travaux de bonne qualité, mais nous en tant que dirigeants, nous avions aussi donné des orientations à nos agents et cadres pour améliorer davantage les différents projets. En ce qui concerne les sautes-moutons, comme vous l'avez constaté, Mandela est presque fin comme pompage, mais qui attendent certaines améliorations en bas. Nous avions eu à examiner tous ces éléments-là et nous ferons les rapports acquis des droits. Sosimat est un peu plus en avance par rapport à RTNC. RTNC a acquis un retard, mais nous avions demandé à l'entreprise, qui est de bonne foi aussi, de pouvoir accélérer les travaux. Contractuellement, le délai est déjà dépassé. Il y a eu des engagements qui ont été faits, mais au regard des travaux, je pense qu'il y a lieu de peut-être examiner ensemble. C'est ainsi que nous avons convoqué l'entreprise Africas pour mercredi à l'OVD, les missions de contrôle, ainsi que tous nos agents qui sont commis à ces chantiers, pour qu'ensemble nous puissions voir des choses qui ne marchent pas et pouvoir les corriger. A noter que cette ronde d'inspection des chantiers et autres ouvrages d'art réalisés à travers la ville-province de Kinshasa va se poursuivre dans les tout prochains jours, selon le numéro 1 de l'OVD. Une nouvelle usine de production d'eau potable est en construction à Lemba-Imbu pour desservir quelques communes de la Tchangou ainsi que l'Unikin. Et pour en avoir le cœur net sur l'exécution des travaux, le directeur général de la Régie des eaux est descendu sur place à Lemba-Imbu. Témoin de l'événement, Jacques Kabouaba. Poursuivant son programme d'action pour la matérialisation au travers des actions à impact visible de la vision sociale du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, le peuple d'abord, le directeur général de la Régie des eaux SA, Clément Moubé Nkashama, a effectué le mardi 23 juin dernier les déplacements de Lemba-Imbu pour se rendre compte de l'état d'avancement des travaux de construction de la nouvelle usine de production d'eau potable. Travaux effectués avec l'appui financier des partenaires du pays des matins calmes, la Corée du Sud bien sûr. Sur place, il a constaté avec satisfaction que les travaux avancent normalement malgré la pandémie à coronavirus qui sévit en République démocratique du Congo et dans le reste du monde. Clément Moubé Nkashama a saisi cette opportunité pour lancer un appel au gouvernement pour que soient libérés les fonds d'indemnisation des occupants des sites devant abriter les réservoirs d'eau potable vers les réseaux de distribution afin d'éviter les retards dans les délais de livraison de cet important ouvrage. Et nous avons tenu que cette fois-ci nous venions voir ce que nous avons laissé et c'est encore au même niveau d'exécution où il y a une évolution. Je suis étonné. Nous construire la première usine pour eux, donner de l'eau potable à la population congolaise. C'est un des premiers ouvrages à élaborer ici dans notre pays, la Corée. Mais déjà en voyant ce qui vient d'être fait sortir du sol, j'ai beaucoup d'admiration. Mais cette admiration confirme ce que j'ai déjà eu comme idée à partir de chez eux. Rappelons que cette nouvelle usine de Lemba-Imbu sera dotée d'une capacité de production de 220 000 m3 jour, dont le premier module de 35 000 m3 jour est déjà en construction depuis juillet 2019. Elle alimentera en eau potable les communes de Njili, Kimbansekin, Tsele, Matete, Kisenso, Mongafula et l'université de Kinshasa dans la commune de Lemba.
Des unités de production, de transformation des produits agricoles composées entre autres des machines engraineuses et de moulins. Les bénéficiaires sont les paysans agriculteurs d'Idiofa, de Gungu et de Bulungu. Ce dont signé Papakine sur le financement du FIDA a été remis à partir de Kikwit par le ministre du Développement rural, Guy Mikulu Mpombo. Des précisions dans ce reportage de Rodé Panda. Qui veut développer les Congo doit investir dans la population paysanne qui cultive la terre. Le gouvernement de la République, à travers le ministère du Développement rural dirigé par Guy Mikulu Mpombo, est déterminé à renforcer les capacités des producteurs locaux du secteur agricole. Le ministre Guy Mikulu Mpombo vient d'effectuer le déplacement de la ville de Kikwit pour remettre des unités de production et de transformation de produits agricoles de Papakine aux unions. Regroupement des paysans agriculteurs, des moulins, des égreneuses, des décortiqueuses et des motos pour faciliter la mobilité ont été remis aux bénéficiaires de 3 territoires de la province du Kwilu, à savoir Idiofa, Gungu et Bulungu. Ces matériels sont la dotation du gouvernement qui apporte la réponse à l'amélioration des conditions de travail de paysans. Ils sont acquis avec le partenariat RDC-FIDA et placés sous la supervision du projet Papakine. Le ministre Guy Mikulu Mpombo, qui a présidé la cérémonie, précise. Le gouvernement de la République a comme credo le développement du pays à partir de la base. Ce développement, on le fait en ce qu'on appelle les partenariats public-privé paysans. Donc là, les paysans sont les acteurs pour impulser le développement au niveau de la base, au niveau du monde rural. Donc nous, en tant que ministère du Développement rural, nous avons comme mission l'amélioration des cadres et des conditions de vie des populations dans nos milieux ruraux et périurbains. L'objectif, c'est appropriation et pérennisation. La grande production est faite par les paysans. Donc quand déjà Papakine intègre dans son programme, nous devons les encourager. Les différentes allocutions prononcées, notamment celle du maire de la ville de Kikwit, représentée pour le mot d'ouverture, celle du DIRCAB représentant le ministre de l'Agriculture, le ministre provincial de l'Agriculture du Kwilu, du coordonnateur national de Papakine, ainsi que l'allocution des bénéficiaires ont souligné l'avantage de l'acquisition de ces outils. La reconnaissance était réservée au partenariat FIDA-RDC à travers le projet Papakine. Le geste de la remise symbolique est parti du coordonnateur national de Papakine pour le ministre du Développement rural qui, à son tour, les a remis aux bénéficiaires. Et la joie n'a pas tardé de jaillir. Jour J-4 pour la célébration du 60e anniversaire de l'indépendance de la RDC. Un hommage a été rendu aux martyrs de l'indépendance. Les notables du territoire d'Ntchofa lèvent la voix en hommage aux martyrs tombés à Bakwanga en prévision des 60 ans de l'indépendance qui profilent à l'horizon de ce mois de juin. Ils recommandent réparation et restauration de la mémoire de ces dignes fils du pays comptés parmi les pères de l'indépendance. À la suite de Patrice Emery Lumumba, viennent les martyrs, héros sous l'ombre, à l'instar d'Okito et Mpolo. Fina Jean-Pierre, Muzungu Christophe, Zouzi Emmanuel, Elengesa Pierre, Mbouy Joseph, Lumbala Jacques, Fataki Jacques, Nyangara Camille. Il sollicite ainsi au gouvernement l'élévation de certains martyrs de l'indépendance légués dans les oubliettes au rang des héros nationaux à l'instar de Patrice Emery Lumumba. République démocratique du Congo, venons à cette occasion solliciter auprès de votre haute compétence leur reconnaissance officielle, de les élever au rang des héros nationaux, d'autant plus qu'ils ont payé de leur vie pour le salut par l'obtention de l'indépendance nationale du Congo, notre pays. Un communiqué nécrologique avant de boucler ce journal. Les familles Mukendi et Etawale ont la profonde douleur d'annoncer aux amis et connaissances le décès de leur père, frère, époux, oncle, maître Emery Mukendi Wafouana
avocat au barreau près la Cour de cassation et au Conseil d'État, mandataire en mines et carrières, légal consultant inscrit à la Cour suprême de New York aux États-Unis, fondateur du cabinet d'avocats Emery Mukendi Wafwana et Associates. Le deuil se tient en sa résidence 6 avenue Bumba, numéro 3, quartier Ma Campagne, dans la commune de Ngaliema, référence Palais des Marbres. Le programme des obsèques se présente comme suit. Samedi 27 juin 2020, levée du corps à la morgue de l'hôpital du Cinquantenaire à 9h30 pour les derniers hommages. 10h, départ pour l'inhumation à la nécropole entre terre et ciel dans la commune de Lancélé suite à la propagation de la maladie liée au coronavirus. Nous rappelons le respect strict des mesures d'hygiène et gestes barrières tels qu'édictés par les autorités, notamment le lavage des mains et le port obligatoire du masque. Fin de ce journal. Madame, Monsieur, merci à vous de l'avoir suivi en ma compagnie. Patricia Ongu a concouru à sa rédaction sous la coordination de Cédric Kenina. Continuez à observer les gestes barrières pour vous protéger et protéger les autres. Excellente suite de programme sur la RTNC. Bon début de week-end à toutes et à tous. Au revoir.